Književna putanja francusko-marokanske književnice Leile Slimani verovatno je san svakog pisca. Rođena 1981. godine u Rabatu u Maroku, sa 18 godina dolazi u Pariz. Relativno brzo ulazi u francuske literarne krugove. Njen prvi roman U vrtu ljudoždera, priča o ženskoj seksualnoj zavisnosti, doživljava veliki uspeh, a za drugi, Uspavaj me 2016. dobija Gonkurovu nagradu. Leila Slimani je autorka koja voli da razobličava društvene, rasne, političke i seksualne tabue vezane za zapadno društvo, ali i za još uvek zatvorenu marokansku tradiciju i običaje. Zemlja njenog rođenja obeležila je trilogiju koju je započela romanom Zemlja drugih, u kome oslikava kontraste i lutanja Maroka na polju politike, društvene emancipacije i položaja žene. Feministkinja i aktivistkinja Leila Slimani veoma je prisutna u društvenom životu svoje dve zemlje, Maroka i Francuske. Sve to živeći mirnim, porodičnim životom na jugu Evrope. Leila Slimani, c'est un très grand plaisir de vous rencontrer à Lisbonne, une très belle ville où vous vivez depuis quelques années. Comment est-ce que vous avez décidé de vivre ici? Ça s'est fait quelques mois après le confinement, après le Covid. On a discuté avec mon mari, avec mes enfants. On s'est dit qu'on avait envie de changer un peu de paysage, changer de vie. On avait envie que nos enfants vivent dans une plus petite ville que Paris. Paris, c'est une ville qui est difficile, comme toutes les grandes villes, pour élever des enfants qui sont petits. On voulait que nos enfants puissent faire du sport, qu'ils puissent profiter de la nature. Et puis, ça fait très, très longtemps qu'on vient au Portugal. Moi, ça fait plus de 18 ans que je viens très souvent parce que j'ai beaucoup d'amis ici. Et c'est un pays auquel je suis très attachée. Donc, c'était très naturel pour moi de venir à Lisbonne. Donc, le soleil, la mer... La douceur de vivre, voilà. Les gens paraissent heureux ici. Oui, puis les gens sont très gentils, très accueillants. C'est un pays où on se sent très accueilli quand on vient d'ailleurs. Et puis pour moi, c'est vraiment l'équilibre parfait. C'est un pays qui se trouve à équidistance de mes deux pays, du Maroc et de la France. Je suis à 1 heure de Casablanca, 1h30, et à 2 heures de Paris. Donc pour moi, c'est vraiment parfait. Ça me permet d'être juste au milieu. Oui, donc vos deux pays. Le premier, c'est le Maroc, où vous êtes né. Et vous l'avez quitté à l'âge de 18 ans. Mais disons quelque chose d'abord sur cette enfance et adolescence au Maroc. Bon, c'était une enfance et une adolescence, assez banale. J'avais 2 sœurs, des parents très, très aimants, qui se sont beaucoup, beaucoup occupés de nous, qui étaient des gens qui travaillaient beaucoup, qui nous ont donné une grande éthique du travail, de la discipline. C'est plus tard, en grandissant, que je me suis rendu compte des aspects plus sombres et plus mystérieux de mon adolescence. Mais ça, c'est des choses qu'on met dans les livres. Oui, mais c'était une famille aisée, si j'ai bien compris, une famille bourgeoise, qui était assez ouverte. Oui, très ouverte. Oui, très ouverte. C'était des gens qui accordaient surtout une très grande importance à la culture et au fait d'avoir l'esprit ouvert sur les autres, sur les idées. C'était des gens avec qui c'était facile de discuter. Oui, alors à l'âge de 18 ans, vous venez à Paris pour faire vos études. Alors, c'était un changement dans votre vie. Vous quittez votre Maroc natal, vous vivez toute seule à Paris. Est-ce que vous avez devenu une Parisienne? Et quand? Oui, je pense, oui. Avec les années, je suis devenue. Parce qu'on se fait des amis, on finit par comprendre comment fonctionne la ville, on y a des souvenirs, on comprend la logique. Et puis après aussi, par le fait d'être devenu écrivain, par le fait d'être devenu un écrivain qui avait du succès, j'ai eu la chance de pouvoir aussi profiter de ce que Paris offrait de meilleur. Paris, pour la culture, c'est une ville absolument à part, exceptionnelle. Je crois qu'il n'y a pas, peut-être New York, mais il n'y a pas beaucoup d'autres villes qui arrivent au niveau de Paris. Et dans les dernières années de ma vie à Paris, c'est vrai que j'ai pu vraiment en profiter et me rendre compte de l'extraordinaire créativité qu'il y a dans une ville comme Paris. 10 godina nakon sticanja nezavisnosti, Matilda je morala da prizna da se Meknes nije mnogo promenio. Niko nije znao nova imena ulica, arapska imena, i sastanci su se i dalje zakazivali na aveniji Paul Doumier ili ulici Ren, preko puta apoteke gospodina Andreja.
Ne, nije bilo revolucije, već samo promene u atmosferi, nekakve suzdržanosti, iluzije sloge i jednakosti. Na večerima u Rotariju, za stolovima za kojima se marokanska buržoazija mešala s pripadnicima zajednice Evropljana, činilo se da je kolonizacija bila običan nesporazum. Greška zbog koje su se Francuzi sada kajali, a Marokanci su se pretvarali da su je zaboravili. Il y a quelques années que vous avez entamé la trilogie Les pays des autres. C'est votre Maroc après la Deuxième Guerre mondiale, des années 50, 60, 70. C'est à la fois une fresque intime, très intime, et historique ou sociale. Oui, j'avais envie de raconter plutôt l'histoire de ce pays depuis la fin de la colonisation française, et puis de raconter l'histoire d'une région du monde qui est très mal connue, très mal comprise. Alors parfois par les Marocains eux-mêmes, c'est-à-dire de donner ma vision à moi, aux Marocains, du Maroc et de ce que c'était pour moi en tout cas de venir de ce pays et d'être de ce pays, parce que le Maroc c'est un pays divers, il y a 1000 façons d'être marocain, mais aussi raconter à la France et au public hors du Maroc, au public occidental, que les gens sortent des clichés qu'ils peuvent avoir sur un pays comme le Maroc, et comme je le disais, beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Donc j'avais en fait envie de comprendre moi-même d'où je venais, de comprendre ce qu'avait traversé ce pays pendant la seconde moitié du XXe siècle pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Si on parle de ce plan politique ou historique, vous parlez de la colonisation et puis de la lutte pour l'indépendance du Maroc. Mais une fois indépendant, le Maroc se cherche. C'est pas facile de s'émanciper. Alors vous avez saisi ce moment, ces tensions entre les désirs occidentaux et puis des valeurs traditionnelles. Oui, bien sûr, ça a été un moment charnière, un moment fondamental de l'histoire du Maroc. Bon, d'abord, ce qui est intéressant, c'est de se souvenir que c'est pas parce que la colonisation s'arrête, c'est-à-dire que le colonisateur s'en va, qu'il n'y a plus de colonisation. Ça met beaucoup de temps pour que ce rapport de domination cesse. Pendant encore 30, 40 ans après la fin de la colonisation, le Maroc a continué à être sous influence de la France, à avoir des rapports avec la France extrêmement complexes. Et effectivement, j'avais envie de raconter la difficulté que ça a été pour ce pays, mais pour beaucoup d'autres pays colonisés, une fois que le colonisateur était parti, de décider, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, c'est quoi notre projet de société? Qui on est? Qu'est-ce qu'on fait de cette colonisation? Qu'est-ce qu'on fait de cette langue qui est arrivée chez nous? Quelles sont nos valeurs à nous? Qu'est-ce qu'on décide de transmettre à notre jeunesse? J'aime bien la partie, donc le deuxième volet, Regardez-nous danser, où vous parlez justement de cette jeunesse qui veut s'émanciper. Et il y a l'écho du mai de 68. Il y a ce regard vers l'Occident, le rock'n'roll, etc. Et puis, il y a toujours ce côté tradition qui ne laisse pas les Marocains s'émanciper. Il y a une sorte d'angoisse de la part de tous, en fait, de tous les personnages, de réussir à trouver un équilibre entre justement ces traditions, les traditions qui peuvent nous définir. Ça peut être notre langue, ça peut être des fêtes, ça peut être une certaine manière de vivre, et en même temps ce désir d'être un individu qui peut être libre, qui a le droit de penser, de critiquer. Parce que quand les Français sont arrivés au Maroc, ils sont arrivés en disant nous allons venir pour développer le Maroc et construire des routes et des chemins de fer et puis permettre aux gens de s'éduquer. Et comme je le montre dans le livre, en fait, ils n'ont absolument jamais fait ça. C'est un développement qui a été réservé à une toute petite partie de la population. Quand les Français quittent le Maroc, en 1956, il y a peut-être 13 médecins marocains et 9 avocats et 5 dentistes. Donc, ils n'ont vraiment pas du tout réussi à développer ce pays. Donc il y a aussi tout un retard de développement qui va devoir être rattrapé, simplement nourrir les gens, les éduquer, les soigner, construire des routes, et tout ça aussi va prendre plusieurs générations. Mais quand vous pensez à votre identité, comment est-ce que vous vous voyez? Comme une Marocaine, une Française?
Si je pouvais y répondre, j'écrirais pas de livre. Et j'écrirais certainement pas cette trilogie. Ça dépend de plein de choses. Il y a des moments où je me sens très, très française, des moments où je me sens très marocaine, et des moments où je me sens ni l'un ni l'autre. Je me sens pas du tout enfermée dans une identité. Ça dépend vraiment... Ça dépend des circonstances et des moments. Je me sens très libre vis-à-vis de ça. Mais est-ce que vous aimez avoir des racines? Non. De vous sentir raciné quelque part? Non, pas du tout. Non, j'aime bien être une étrangère. J'aime bien ne pas comprendre ce qu'on dit autour de moi. J'aime bien ne pas parler la langue de l'endroit où je suis. J'adore être une étrangère. J'ai pas du tout envie d'être enracinée. Je suis pas une salade ou un radis. Je suis un être humain. Donc j'ai pas du tout envie d'avoir des racines, non. Ça ne m'intéresse pas. J'ai des émotions très fortes. Le Maroc, par exemple, c'est peut-être le pays où j'ai des très fortes émotions sur les paysages. Parfois, je suis dans un endroit et ça me procure quelque chose. Mais en même temps, pour moi, plus j'aime un endroit et plus j'ai envie de le quitter. C'est-à-dire que pour moi, la liberté, elle vient toujours avec le fait de pouvoir partir. Si je ne peux pas partir, si je me sens enracinée, ça me rend très malheureuse. Mesto zločina je fotografisano. Policija je uzela otiske prstiju i izmerila površinu kupatila i dečije sobe. Na podu je ostala prostirka natopljena krvlju. Igračke su popakovane u providne kese koje su potom zapečaćene. Čak i plava komoda poslužit će na suđenju. Majka je bila u stanju šoka. Tako su rekli vatrogasci, to su i policajci ponavljali, tako su novinari zapisali. Kad je ušla u sobu u kojoj su ležala njena deca, ispustila je krik. Krik iz dubine. Urlik jedne vučice. Zidovi su se zatresli. Noć je pala usred tog majskog dana. Alors, votre deuxième roman, La chanson douce, vous a porté le prix Goncourt. Dès la première page, dès qu'on ouvre le livre, on connaît la fin. Donc, les deux petits-enfants sont assassinés par la nourrice et c'est la mère qui découvre le crime. Alors, comment est-ce que vous êtes venu à cette histoire? Tout simplement parce que je me suis imaginée dans cette situation, parce que moi j'avais un enfant qui a été gardé par une nounou, et je pense que comme toutes les mères ou toutes les femmes qui m'ont un jour confié leur enfant à quelqu'un d'autre, on est traversé à un moment par cette idée horrible. Et s'il lui arrivait quelque chose? Et si elle lui faisait du mal? Je pense qu'à chaque fois qu'on laisse nos enfants, qu'on les laisse à l'école ou à quelqu'un, on a toujours au fond de soi cette petite peur, ce cauchemar du moment où il pourrait se passer quelque chose. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la figure de la nounou, parce que je trouvais ça très intéressant, le rapport que pouvait, de femme à femme et de employeur à employé, de dominant à dominé, qui pouvait exister entre une nounou et une mère. J'avais une vision presque marxiste de ce livre. Pour moi, c'était vraiment un livre marxiste sur la lutte des classes, sur la domination, sur l'humiliation, sur la violence. Et c'est comme ça que j'ai commencé à l'imaginer, à l'écrire. Et puis ensuite, j'ai eu cette idée de le construire un peu, comme vous disiez, comme un thriller, c'est-à-dire en commençant par la fin et en établissant un suspense sur mais comment on en est arrivé là, comment ça s'est passé. Mais disons d'abord quelque chose sur ce couple. Ils sont jeunes, le mari, il travaille. La femme, elle ne peut pas travailler parce qu'elle a un enfant. Après, elle a 2 enfants, mais elle veut travailler. Elle se sent comme quelqu'un qui a perdu toute valeur sociale. Et alors, il trouve une nourrice. Alors, qui est ce jeune couple? Ce sont des gens qui pensent qu'ils sont en tout cas des gens bien, qui ne font de mal à personne autour d'eux, qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas méprisants. Et voilà, lui, il travaille dans le milieu de la musique, elle est avocate, elle est issue de l'immigration. Donc vraiment, il représente ce qu'on appelle en France les couples bobos, c'est-à-dire ces gens bourgeois bohèmes. Elle arrête de travailler quand elle a son premier enfant, puis elle en a un deuxième, et puis à un moment, elle étouffe et elle a envie de reprendre le travail. Et donc, il décide d'engager une nourrice. Une nounou. Et la nounou, elle paraît idéale dès le début. C'est une perle, ils se disent entre eux. Ce jeune couple. Mais rien n'est idéal dans la vie. En fait, il y a 2 choses. Il y a à la fois la vision que le couple en a, où parfois, nous, quand on est lecteur, on se dit « mais est-ce qu'ils sont vraiment naïfs ?»
Est-ce qu'elle est comme ça ou est-ce qu'ils ont tellement envie qu'elle soit comme ça qu'ils finissent par penser qu'elle est parfaite parce que eux ça les arrange, parce que eux ça leur permet de gagner beaucoup de liberté, beaucoup de plus d'insouciance, de pouvoir vraiment se reposer sur elle. Et puis il y a la réalité de cette femme qui en fait est une réalité que eux ne veulent pas voir. Eux ne s'intéressent pas du tout à savoir d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle a vécu avant et qu'est-ce qu'elle ressent et où est-ce qu'elle habite et est-ce qu'elle a besoin d'argent. Donc eux vivent dans une image totalement superficielle de cette femme. Mais la réalité de cette femme, c'est une réalité plus compliquée. Et plus le roman avance, plus on comprend que cette femme a complètement perdu la maîtrise de sa vie. Et elle voudrait presque appartenir à cette nouvelle famille, être presque comme un membre de la famille, un autre enfant, où on ne sait pas vraiment quoi, mais en tout cas, arrêter d'avoir son individualité et ne plus avoir justement ces histoires de dettes, de passé, d'enfants, devenir une parmi eux dans cette famille. Mais c'est un désir complètement fou. Donc la nourrice, elle se soumet. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que dans la soumission, il y a toujours un désir de domination? Oui, c'est une femme qui est très ambiguë parce qu'à la fois, elle joue l'extrême soumission, elle fait comme si elle était très docile, comme si elle était toujours là pour leur faire plaisir, toujours à leur disposition. Et en même temps, c'est elle qui prend un peu les commandes de la maison. Donc oui, c'est une femme qui a un rapport très ambigu avec la domination et la soumission. Kući se vratila sama i uživala je u koračanju ulicom bez pratnje i svedoka. Pomalo se teturala i pevušila je bezobraznu ariju koja ju je zasmejavala. Na vrhovima prstiju popela se u stepenice i okružila na krevet, ne skinuvši ni haljinu ni čarape. Bila je srećna zbog tog pijanstva i te samoće. Srećna što može da izmisli svoj život, a da joj niko ne protivreči. Okrenula se, zaronila lice u jastuk da umiri mučninu koju je upravo osetila. Jecaj se izvi iz nje. Jecaj koji je bio plod same te radosti. Te večeri dok je slušala vetar u lišću topola, Matilda je pomislila. Ostajemo ovde. Da, pomislila je kako bi mogla da se ne vrati, kako bi mogla, iako je bilo nemoguće da izgovori te reči, da napusti svoju decu. La maternité est aussi un de vos grands thèmes. Alors, que veut dire la maternité? Parce qu'il y a des personnages féminins qui ont un rapport assez ambigu vers cette question et cette notion. La maternité, elle englobe énormément de choses. Il y a d'abord un rapport physique, le fait de porter un enfant, de lui donner une naissance, de s'en occuper, ce rapport charnel qu'on peut avoir avec un autre être qui est issu de soi, dont on est la mère. Donc ce rapport charnel, déjà lui-même, il m'intéresse, ce rapport presque animal, cette espèce de désir qu'on a de tenir un enfant, de sentir son odeur, ce besoin qu'on a de lui, mais en même temps parfois la violence aussi qu'on peut exercer contre lui dans ce rapport physique. Mais la maternité, c'est aussi une question sociale et politique. Qu'est-ce que le fait d'être mère a engendré dans la vie des femmes et qu'est-ce que ça a eu comme conséquences sur la condition de la femme dans le monde. Comment les femmes ont été aussi dominées à travers le fait qu'elles étaient mères. Comment elles ont été faussement sacralisées à travers le fait qu'elles étaient mères. Qu'est-ce que c'est être mère? Qu'est-ce que ça permet? Mais qu'est-ce que ça empêche aussi? Quelle terreur ça génère? Nos enfants, à la fois, sont les êtres qu'on aime le plus au monde et en même temps, parfois, ils peuvent être aussi nos adversaires parce qu'ils nous empêchent d'avancer, ils nous empêchent de nous émanciper, ils nous empêchent de sortir, ils nous empêchent... Et la maternité, c'est une mythologie. Moi, j'ai eu une mère qui était vraiment une femme qui se définissait par sa maternité. Ma mère, pour elle, il n'y avait rien de plus important que d'être mère. Moi, je ne suis pas du tout ce genre de mère. Vous êtes quel genre de mère? Ça, je ne sais pas, il faudra demander à mes enfants. Mais en tout cas, moi, je me suis toujours beaucoup interrogée sur la maternité et je me suis toujours rendu compte aussi que ce qu'on m'avait raconté, les récits que j'avais pu avoir, en tout cas dans ma génération, sur la maternité, étaient très différents de la réalité.
Aujourd'hui, grâce au cinéma, à la littérature, de plus en plus de femmes osent raconter les aspects plus sombres, plus durs de la maternité. On a une vision beaucoup moins, comment dire, hypocrite qu'avant de ce que c'est qu'être mère. Mais ça reste difficile de parler de la maternité. Vous êtes une femme qui écrit sur les femmes. Et les femmes, elles dominent votre prose. Les femmes sont dominantes par leur force, par leur caractère, par leur nature. Est-ce que vous trouvez que c'est le sexe le plus fort, les femmes? Je sais pas, moi en tout cas c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La question de la sexualité m'a toujours beaucoup intéressée, la question du corps, du désir, de la sexualité dans toutes ses dimensions, à la fois comme un outil de domination, mais aussi comme un outil d'émancipation, d'épanouissement, comme quelque chose aussi qui nous ramène à une forme de sauvagerie, d'animalité. La femme, c'est un être domestique, par définition. La femme, elle a été domestiquée. On a voulu faire des femmes au foyer. Il y a beaucoup de femmes enfermées dans la maison. Les femmes devaient apprendre à tenir la maison, à vivre dans la maison. Donc la femme est souvent associée au domus, c'est-à-dire à la maison, donc à la domestication. Donc je crois que la sexualité, c'est peut-être cet endroit où on retrouve quelque chose de l'ordre du sauvage, de l'animal, quelque chose qui n'a pas été domestiqué, peut-être quelque chose qui s'exprime et qui ne peut pas s'exprimer dans d'autres espaces de la vie. Et puis je trouve que c'est intéressant à écrire la sexualité. C'est très difficile à écrire les scènes de sexe, les scènes de désir. Et donc j'aime bien aussi le défi littéraire, le défi du langage pour la sexualité. Braniti seksualna prava ne znači ništa drugo do braniti ženska prava. Preko prava da raspolažemo svojim telom i oslobađanja od pritiska porodičnog okruženja ostvarujemo ne seksualne, već političke slobode. Stvaranjem zakona u ovim oblastima žene bi dobile sredstvo da se brane od muškog nasilja i porodičnog pritiska. Današnja situacija nije više održiva. Naime, to je situacija opšte seksualne nesreće, naročito za žene čije se seksualne želje potpuno zanemaruju i usmeravaju samo na reprodukciju. Žene su podvrgnute poštovanju uslova nevinosti pre braka, a pasivnosti zatim. Vous avez publié un livre de recueil où vous avez écrit de vos conversations et de votre rencontre avec les femmes marocaines. Le titre de ce livre est « Sexe et mensonges », mensonges au pluriel, et vous montrez dans quelle sorte elles sont frustrées par cette question de sexualité. Bien sûr, et à quel point elles sont aussi contraintes à mentir dans une société qui finalement s'est construite autour de l'hypocrisie dans tout ce qui concerne la sexualité, puisque la sexualité hors mariage est interdite au Maroc, mais évidemment tout le monde sait qu'elle existe. La moyenne d'âge du premier mariage au Maroc, il est de 28 ans, donc les gens évidemment entre 16 et 28 ans, ils ont une vie sexuelle, mais qui est une vie sexuelle qui est cachée, et qui, parce qu'elle est cachée, est souvent dangereuse pour les femmes, parce que elles peuvent pas dénoncer quand elles sont victimes d'une agression ou pire d'un viol. Elle est dangereuse parce que vous pouvez tomber enceinte dans un pays où l'avortement est interdit. Elle est dangereuse parce que vous êtes l'objet d'un jugement de la société qui est très très dur. Ça crée de la frustration chez les femmes bien sûr, chez les hommes aussi. Donc ça crée une forme de violence dans les rapports sociaux. Donc c'est ça les mensonges, tous ces mensonges qui sont autour de la sexualité et qui contribuent à créer une tension dans la société. J'ai l'espoir là, donc ce livre je l'ai écrit il y a presque 10 ans, bientôt il y aura presque 10 ans. Et je vois quand même les choses évoluer. Les gens parlaient de manière beaucoup plus libre de sexualité qu'avant, beaucoup plus d'émissions à la télévision autour de la sexualité, beaucoup plus de figures médiatiques qui se disent ouvertement homosexuelles. Donc je vois à travers mon travail, le travail de certaines romancières, de dessinateurs, de dessinatrices, des podcasts aussi qui marchent très bien au Maroc,
qu'il commence à y avoir vraiment, et c'est merveilleux, une libération de la parole, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se battent contre ces mensonges, et je dois dire surtout les jeunes. Et on doit beaucoup à la jeune génération qui utilise les réseaux sociaux, qui utilise TikTok, Instagram et je ne sais pas quoi là. Vous êtes écrivaine, mère, féministe, épouse. Alors comment est-ce que vous tenez ensemble, ou mettez ensemble tous ces rôles? Ben, je sais pas, je fais comme tout le monde, hein, je fais comme toutes les femmes du monde. C'est pas, je veux dire, toutes les femmes font ça, donc c'est vraiment pas exceptionnel. Toutes les femmes travaillent, élèvent des enfants, s'occupent de leur maison, font les courses. Ben, je fais comme elles. Hein. Parfois je fais très bien, parfois je fais très mal. Parfois j'en ai ras-le-bol, parfois ça me plaît. Donc non, je fais comme tout le monde. Vraiment, c'est pas, j'ai pas de recette magique. Alors la question que je pose à tous mes écrivains, c'est pourquoi écrivez-vous et est-ce que vous pourriez vivre sans l'écriture? Oui, bien sûr, je pourrais vivre sans l'écriture. Moi, les gens qui disent je pourrais pas vivre sans l'écriture, je mourrai sans l'écriture, je trouve que c'est ridicule. Il y a tellement de gens qui ont vécu sans l'écriture. Il y a tellement de femmes qu'on a empêchées d'écrire, elles sont pas mortes. Donc oui, je pourrais vivre sans l'écriture, mais je pense que je serais très malheureuse. Mais je pourrais vivre, je vais pas me suicider parce que je ne peux plus écrire. Mais en revanche, oui, je pense que je deviendrai une femme très méchante, très méchante, très acariâtre. Ouais, je serais une mauvaise personne si je n'écrivais pas, je pense. Et pourquoi j'écris? Pourquoi vous écrivez-vous, oui? J'écris parce que je trouve que la vie est trop petite, sinon je trouve que la vie est trop étroite et que le fait d'écrire, ça permet de vivre toutes les vies que je peux pas vivre en vrai. Et c'est pour ne pas avoir à renoncer, à des voyages que je ferai jamais, à des vies que j'aurai jamais, à l'exploration d'un passé où je ne peux pas aller dans la vraie vie. Donc ouais, c'est pour ça que j'écris, et puis pour ralentir le temps aussi. Je disais tout à l'heure, la vie va très très vite, mais quand vous écrivez, d'un coup vous pouvez suspendre le temps. Vous pouvez prendre du temps pour essayer de connaître quelqu'un, pour décrire une sensation, pour raconter un paysage. Et d'un coup, voilà, les choses se ralentissent et vous avez l'impression que vous pouvez saisir des sensations qui s'envolent, qui partent quand on ne fait que les vivre. Donc, je dirais que c'est pour ça.